Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h17, notre invité c'est Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein parce que, effectivement, vous êtes porté par notamment le chantier de la rénovation pour les bâtiments. À moitié vide parce que vous annoncez 5 milliards de coûts supplémentaires en termes de facture d'énergie. Nous sommes dans une situation assez inédite avec effectivement beaucoup d'inflation sur matières premières énergie. 5 milliards, c'est sur 2 ans. Ouais. Mais surtout, Saint-Gobain est au cœur finalement du double défi d'aujourd'hui, c'est la crise énergétique et la crise climatique. Parce que nous sommes leader mondial de la construction durable et nous apportons des solutions pour de la construction neuve frugale, comme aux États-Unis, et puis beaucoup de rénovation énergétique en Europe. Donc Saint-Gobain est un acteur clé finalement des défis du moment et c'est pour ça que nous avons des résultats solides et de la croissance pour les années qui viennent. Il y a plus de plus ou il y a plus de moins du coup? Il y a plus de plus. Bon. 2022 sera une année record au-dessus de celle de 2021, une deuxième année avec une marge à 2 chiffres. Donc nous allons dans la bonne direction et je suis très confiant des perspectives à moyen et très long terme de Saint-Gobain puisque la décarbonation ultime c'est 2050, la neutralité carbone. Vous voyez, ça nous donne presque 3 décennies de croissance étape par étape avec des soubresauts, mais finalement beaucoup de perspectives solides pour Saint-Gobain. Vous voyez loin, mais là on est quand même dans un soubresaut un petit peu difficile avec la crise énergétique. Votre facture à vous, elle a augmenté de 3 milliards d'euros entre 2021 et 2022. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des usines qui vont fermer ou vous allez maintenir l'activité coûte que coûte? Nous avons maintenu l'activité parce que ça veut dire en fait à la fois une stratégie de long terme très solide, mais beaucoup de tactiques. Donc effectivement, il y a beaucoup de tactiques à court terme, à la fois pour prendre des mesures temporaires de réduction, par exemple de consommation dans nos bâtiments industriels ou bâtiments de bureaux, et puis aussi beaucoup d'optimisation de nos processus. Donc on arrive à baisser de 3% la consommation énergétique, par exemple, de nos processus verriers, et puis on fait beaucoup de mesures de long terme, reformulation de nos produits pour les alléger. Ça va suffire? Ça va suffire, oui, reformulation de nos produits pour les alléger, et puis électrification. Par exemple, on a lancé la première usine électrique de plaques de plâtre en Norvège, une autre qui suit au Canada. Donc il y a à la fois des mesures de court terme et des mesures de long terme. Puis dernier sujet, c'est une très bonne exécution opérationnelle de la gestion de l'inflation dans nos prix de vente. Et pour ça, ça veut dire beaucoup d'accompagnement de nos clients. Ce sont beaucoup de petits artisans. Donc on les prévient à l'avance sur les hausses de prix. On les accompagne avec des devis fixes pendant 1 mois. On leur fait beaucoup de crédits, 1,5 milliard de crédits par exemple aux artisans en France aujourd'hui. Donc c'est beaucoup d'accompagnement de nos clients pour leur faire accepter et les aider à anticiper l'inflation et les hausses de prix. En moyenne, combien de hausses de prix vous avez dû répercuter depuis 2 ans, depuis les confinements, depuis la hausse du prix des matières premières et de l'énergie? Alors c'est assez variable pays par pays, mais on est aux alentours de 15 à 20% selon les pays par rapport à une situation de 2019. J'exclus la période Covid qui était neutre. Est-ce que c'est fini, l'augmentation de prix? Justement, la question, et c'est avec des acteurs comme vous qu'on connaîtra la réponse, est-ce qu'on est au pic d'inflation? Est-ce qu'en 2023, vos hausses de tarifs seront plus raisonnables? On va vivre dans un monde d'inflation. Pas d'inflation aussi forte que celle qu'on a vécue avec un soubresaut très violent en 2022, mais il y aura de l'inflation encore en 2023, donc il y aura encore des hausses de prix en 2023. Plus modérées que celles qu'on aura tous vécues en 2022, mais l'énergie va coûter plus cher en 2023 par rapport à 2022. Vous prenez la situation de l'électricité en France, l'électricité va coûter plus cher qu'en 2022. Donc il faut se préparer à vivre dans un monde avec plus d'inflation. Pour ça, il faut accompagner nos clients. On est au plus proche de nos clients et c'est ça qui permet petit à petit à l'ensemble de la chaîne de la valeur. Mais n'oubliez pas que nous, on apporte une solution. Quand vous faites une bonne rénovation d'une maison, une maison individuelle, vous pouvez diviser par 5 ou 6 la facture énergétique de la maison. Donc en fait, on réconcilie avec l'efficacité énergétique, les questions de sobriété et les questions de pouvoir d'achat pour les Français. Pendant ce temps-là, la compétitivité européenne prend un sacré coup sur la tête par rapport aux États-Unis. Vous avez pris une position assez forte. C'est assez rare de voir des patrons dire haut et fort, une position qui est politique, dire il faut se défendre vis-à-vis des États-Unis. Ils violent les règlements internationaux. Il faut qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut par exemple instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Europe.
On parle beaucoup de décarbonation de l'Europe, et l'Europe est plutôt en avance. Saint-Gobain, par exemple, a baissé de 23% ses émissions de gaz à effet de serre sur 4 ans. Eh bien, instaurons une taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est finalement le Inflation Reduction Act, c'est soutenir les sujets de développement durable aux États-Unis avec un Made in America, fabriqué aux États-Unis. Faisons la même chose pour avancer vite. L'Europe est en avance sur la décarbonation, mais avec une taxe carbone qui protège nos industriels en Europe sur leur fabrication en Europe. Donc c'est quelque chose qui est possible, qui est relativement simple, mais on ne peut pas demander aux industriels à la fois de répondre à un défi énergétique. L'énergie coûte 4 à 5 fois plus cher en Europe par rapport aux États-Unis ou à la Chine, et puis ne pas avoir de taxe carbone pour avancer vite sur la décarbonation de nos industries. Vous êtes une industrie peu délocalisable parce que certains de vos grands patrons qui ont des activités comme vous à la fois en Europe et aux États-Unis se disent moi je vais profiter, effet d'aubaine, des subventions américaines et je vais produire davantage aux États-Unis. Vous vous dites pas ça? Non, parce que nous, nos marchés de la construction sont très locaux. Donc on fabrique en France pour la France, on a plus d'une centaine d'usines, on a 145 usines entre les États-Unis et le Canada. Nos marchés sont locaux, on ne fabrique pas de la construction au Vietnam comme au Canada, et nos produits voyagent peu. Donc on est vraiment très locaux, et d'ailleurs notre organisation est gérée par des directeurs généraux natifs de leur pays, argentins en Argentine, polonaises en Pologne. Vous avez du coup besoin d'une main-d'œuvre locale importante, vous avez un défi de recrutement très important. Est-ce que vous allez pouvoir répondre à ça, ou on va vers des années de manque de main-d'œuvre dans le bâtiment comme ailleurs? Alors c'est toujours la question un peu de la poule et l'œuf. Si vous donnez aux acteurs à la fois filière du bâtiment, la fédération du bâtiment, la fédération de la CAPEB, des artisans et les industriels de la visibilité pour 10 ans, pour dire par exemple je vais changer d'ordre de grandeur, je vais financer plus fortement la rénovation des bâtiments publics et privés. C'est ce qu'on fait là. Il faut faire beaucoup plus. On a 5 millions de passoires énergétiques en France. Moi, j'ai parlé même d'un plan Marshall pour éradiquer en 10 ans, 500 000 par an, les 5 millions de passoires qui sont des vrais problèmes de pouvoir d'achat pour les Français. Oui, mais quand on veut faire ça, nous, en tant que particuliers, on ne trouve pas justement les artisans, les entreprises qui rénovent. Alors, il y a eu 100 000 créations d'emplois sur les 18 derniers mois dans le monde du bâtiment. Nous, on a embauché chez Saint-Gobain 6 800 personnes, dont la moitié de jeunes, 2 200 alternants. Et puis, on a créé des CFA, donc des centres de formation d'apprentissage. On fera 3 000 sur les 5 prochaines années. Si vous donnez de la visibilité aux acteurs de la filière, on peut créer 300 000 emplois dans le bâtiment sur les prochaines années. EDF crée aussi sa propre école pour avoir des soudeurs, et il n'y a pas de monde. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à capter, quoi. Ce qui n'est pas facile, c'est quand vous avez arrêté le système pour le redémarrer. Là, le système de la rénovation énergétique, il est en train de monter en puissance. Ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Ma prime rénov, elle existe depuis 2 ans. Si on dit d'un seul coup, pour les 10 prochaines années, je fais x4 sur la prime rénov, je me mets sérieusement à rénover les bâtiments publics. Ce qui n'est pas le cas du coup pour vous. Pas encore. Les hôpitaux, les écoles, pour l'instant, on n'a pas commencé la rénovation énergétique. Et d'ailleurs, c'est pas facile pour les soignants, pour les enseignants, qui sont des métiers difficiles, d'avoir un bâtiment qui n'est pas finalement très respectable de leur environnement de travail. Si on donne de la visibilité sur 10 ans, les filières vont s'organiser. On sait, moi j'ai parlé avec les présidents de la Fédération du bâtiment, de la CAPEB, on sait qu'on va pouvoir créer 300 000 emplois, attirer des jeunes parce que le bâtiment est moderne, on apporte une solution au climat, c'est numérique, c'est motivant, on mesure du CO2 par mètre carré, donc on attire des jeunes dans le bâtiment. Il faut donner de la visibilité pour que toute la filière s'engage puissamment. C'est intéressant parce que vous faites des opérations pour trouver des couvreurs, des maçons, des experts du génie climatique pour les artisans, les entreprises du bâtiment, pas pour vous. Est-ce que ça veut dire que c'est pour vous un goulot d'étranglement? C'est-à-dire que si derrière l'industrie de la réparation, de la construction ne vous achète pas des produits, vous êtes bloqué? Moi, je suis convaincu de la croissance de Saint-Gobain parce qu'il faut décarboner à toute vitesse par la rénovation tous les bâtiments en Europe. Ouais. L'Europe nous dit qu'il faut faire au moins x2 ou x3. Donc ça, c'est la perspective sur 30 ans. Maintenant, pour y arriver, il faut monter en puissance. Et effectivement, nous, on se préoccupe de former nos artisans, reconnus garants de l'environnement, en former plus, aussi accompagner les générations d'artisans. On a tout un programme dans nos enseignes Point P, 2000 enseignes, 2000 points de vente en France, pour aider les artisans à trouver la nouvelle génération, pour accompagner avec du parrainage les nouvelles générations d'artisans. Donc toute la filière se mobilise. Et plus vous donnez de visibilité à long terme, plus elle va pouvoir répondre de façon très puissante. Le point d'attractivité fort de Saint-Gobain, c'est l'actionnariat salarié. Vous êtes connu dans la France et le monde entier pour ce dispositif qui est particulièrement favorable aux salariés. Quand vous voyez les discussions sur le dividende salarié, ça vous fait rigoler ? Ça me conforte dans le fait que Saint-Gobain, depuis 30 ans, a fait ces choix-là, de l'actionnariat salarié, du partage de la valeur. On a un dialogue social très important chez Saint-Gobain. Et aujourd'hui, l'attractivité du personnel, des collègues, des cadres, des ouvriers, des chefs d'équipe, c'est le salaire, évidemment, prendre en compte l'inflation, mais aussi la progression de carrière, la formation tout au long de la vie professionnelle, et puis le
le partage de la valeur avec de l'actionnariat salarié. 60 000 d'entre eux sont actionnaires, ils gardent leur action 5 ans. C'est aussi une forme d'actionnariat qu'on apprécie parce qu'on s'engage sur la durée, eux gardent leur action au moins 5 ans, et c'est ce type d'actionnariat stable qui accompagne les investissements à long terme de Saint-Gobain. Alors il y a peut-être un autre actionnaire que vous appréciez moins que l'actionnariat salarié, c'est le fonds activiste Bluebell qui rentre au capital et qui vous réclame de vendre des actifs, par exemple votre branche distribution comme Point P, et peut-être d'acheter des choses aux États-Unis comme la filiale de votre concurrent irlandais CRH. Qu'est-ce que vous répondez à cet activiste qui vous challenge sur votre stratégie? Écoutez, c'était des discussions qu'on avait eues en début d'année 2022. Je crois qu'on a répondu de façon satisfaisante à leurs questions parce que depuis, on n'a plus eu d'échange. Donc le dernier échange que j'ai eu avec eux, c'était au mois de mars. C'est toujours au capital, ils vous font confiance? Non, ils n'étaient plus au capital. Ils ont eu 10 actions et je crois qu'ils les ont revendues depuis. Donc en fait, nous, on exécute notre stratégie. Elle est très claire, leader mondial de la construction durable. On a des perspectives de croissance. Ça apporte des résultats. On a vu finalement quasiment un doublement du résultat net de Saint-Gobain sur plusieurs années. Donc on déroule notre stratégie, elle crée de la valeur. L'action a un petit peu souffert depuis le début de l'année, mais elle se reprend bien. Et je suis très confiant sur les perspectives à moyen terme de Saint-Gobain. Bon, ils avaient peut-être plus que 10 actions Bluebell. Je ne sais pas, mais 10 actions, c'est pas beaucoup. C'était 10 actions pour l'Assemblée générale. Juste pour pouvoir prendre la parole. Oui, tout à fait. D'accord. Écoutez, le point est levé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain. Vous pouvez réécouter cette interview en replay ou en podcast.